Salut à tous, bienvenue, c'est le grand débat du web comme chaque semaine sur Digital Business News et à plein d'autres endroits. D'ailleurs, avec 4 invités, 2 sujets, on parlera aujourd'hui de la Silicon Valley qui peut-être un petit peu une maison de fous, on verra. Et puis on parlera également des drones grand public, y a-t-il un vrai marché? On a 4 invités comme chaque semaine pour parler pendant 26 minutes de ces 2 sujets et d'autres choses. Et on commence par celle qui nous rejoint pour la première fois, Marion Villan. Salut Marion. Bonjour Bertrand. Bienvenue dans le club. Merci beaucoup. Marion Villan, fondatrice et CEO de Banana Content. En un mot, Banana Content. Optimisation de la communication digitale. Oh bien, joli. On a 2 Marion pour le prix d'une aujourd'hui, mais ce ne sont pas les mêmes évidemment. On n'a pas fait un doublon, on n'a pas un hologramme. C'est Marion Nougier qui est plus habituée. Salut Marion. Salut. Ça va? Elle est venue avec des Très quantités industrielles de notes aujourd'hui. Enfin, elle a plein de choses à dire sur tous les sujets. Je fais pas de notes aujourd'hui. Présente-toi, puisque tu es. Donc, je suis la CMO de la start-up WeBelong. Ouais, WeBelong, c'est une société française qui gère un peu plus de 10 millions de consommateurs. Et on organise la collaboration entre les marques et distributeurs et leurs consommateurs. À côté, Julien Jacob. Salut Julien. Salut. Toujours WeFlash. Toujours WeFlash. En 3 mots. En 3 mots, c'est les sujets qui sont liés. On valorise des biens par l'image, donc que ce soit du drone, de la photo, de la visite virtuelle, et ça s'applique à l'immobilier, au food, au tourisme, de manière industrielle. Et le retour du grand barbu de cette émission, j'ai nommé Eric Dupin. Salut Eric. Salut Bertrand. Tu vas bien? Ça va Ça fait bien. un petit moment que tu n'étais pas venu nous voir. Ah oui, ça fait un moment. Ça commence à te manquer. Ça commence à dater. Oui, mais ça me manque toutes les semaines à chaque fois que je vois l'émission. C'est terrible. C'est un problème d'agenda vraiment, mais je suis très content d'être là. Toujours Presse Citro, évidemment. Oui. Et puis Dronestagram également, parce que Dronestagram, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec les drones. Bien sûr. Tu nous rappelles ce que c'est que Dronestagram? Dronestagram, c'est une plateforme de partage de photos et de vidéos par drone pour les particuliers et les professionnels et qui va évoluer dans les prochains jours vers une plateforme de service. Et qui est vraiment au niveau international, qui s'est positionné vraiment très très vite, tout de suite, comme étant la première plateforme du genre un gros succès. Tiens, on va commencer par un petit quiz. J'ai les papiers, une fois n'est pas coutume, ça fait un peu à l'ancienne, mais tant pis. Je les ai imprimés. En fait, il y avait les vœux de France Digital cette semaine. Ils en ont profité pour révéler un sondage qui a été fait pour le compte de France Digital par l'IFOP et Fiducial sur notamment la politique, par exemple. Parmi les candidats potentiels de gauche à l'élection présidentielle, alors le sondage a été fait avant les primaires du PS, quel est selon vous le plus proche des startups et des PME? Startups et PME, qui était selon vous le candidat de la primaire socialiste qui était considéré comme étant le plus proche des startups? J'aurais beaucoup de mal à le dire. Ah bah, la marinière. Marinière. Oui. Tu t'as dit Oui, chez la vous, marinière. tu t'as dit chez vous la marinière. Arnaud Montebourg, voilà, devant Mais Manuel Valls. Mais quand on a vu ce qu'il a fait sur certaines startups avec le gouvernement, on se dit que c'était pas forcément le Bon, bon en même choix, temps, je vous avoue que c'est vrai que c'est assez bizarre de sortir ça après la primaire, sachant qu'il a déjà été éliminé, mais en même temps, ça donne une indication. Et donc, Valls était en 2e et Hamon en 3e. Et puis, êtes-vous tout à fait plutôt ou pas du tout d'accord avec chacune des phrases suivantes? Les startups françaises donnent une bonne image de la France à l'international. Quel pourcentage, selon vous, les Français disent oui, les startups donnent une bonne image de la France à l'international? Je sais Fourchette, pas, mais fourchette. idéalement 100%. 87%, Voilà. c'est pas mal quand même, hein, c'est une bonne image. Les banques ne font pas assez confiance aux startups françaises. Combien de Français trouvent que c'est vrai ça, hein? 90%. 86%, pas mal. Hein. La sortie de la crise viendra d'une plus grande confiance accordée par les dirigeants politiques aux startups. 86,5%. 6%. Non, c'était 73% pour ce truc-là. Et puis, il y a autant de startups créées en région qu'à Paris. 57% disent oui. Ce qui n'est pas exactement le cas, à mon avis. Ouais. C'est quand même surdimensionnement de startups. 10 000, je crois, sur l'Île-de-France, largement. Un créateur de start-up pourrait être un bon président de la République pour combien de pourcentage des Français? J'ai l'impression de faire un jeu, c'est un rêve de gamin. Là. C'est un truc de fou. Alors là, je dirais Hein 37%. Ouais. 30. Hein 37. 42% des Ah, Français. pas très loin. Et les mentalités sont en train d'évoluer. En même temps, c'est Ouais. pour le compte de France Digital, donc évidemment, il y a une sensibilisation forte au sujet. C'est pas chez les adhérents de France Digital. C'est pas chez les adhérents de France Digital, c'est chez les Français. Et c'est IFOP, a priori, qui a fait le boulot. Donc voilà. 42%. Bon, bah, de toute façon, ce que c'est sûr, c'est qu'on n'aura pas un président qui s'y connaît en start-up. On n'aura toujours pas d'ailleurs un président qui a un ordinateur sur son bureau, ça je peux vous le parier, parce qu'on n'est pas prêt d'en avoir un qui soit connecté. On parle de la Silicon Valley. Est-ce que c'est une maison de fous? L'idée qui est venue un petit peu d'un sujet qui est sorti sur Slate, un article de Slate du 21 janvier, la Silicon Valley a-t-elle une vie sexuelle médiocre? C'était un peu le titre de cet article. En fait, on montrait que dans la Silicon Valley, qui est très très largement masculine, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. En fait, les gars qui sont beaucoup de développeurs, puisque les loyers sont très chers, vivent entre eux, parfois même à plusieurs dans une chambre. Ça aide pas cette promiscuité, avoir la moindre vie sentimentale, privée, individuelle, et qu'eux, ils sont dans un espèce de délire qui fait que
ben, finalement, explique une prostituée de là-bas de San Francisco. C'est un peu comme lors de la ruée vers l'or au 19e siècle. En fait, il y a beaucoup de prostituées. Et finalement, les hommes sont là pour chercher de l'or, ou l'or numérique pour le coup. Et puis, il y a cette histoire aussi de l'ayahuasca. Vous connaissez ça, l'ayahuasca, hein? Ça fait rêver. C'est bien. Toi, je suis sûr que t'en as pris, toi. Moi, Ouais, non, mais ça se voit. ça se voit dans les yeux. L'ayahuasca, c'est une espèce de drogue. En fait, son truc, c'est la liane des morts. En fait, ça vient d'Amazonie. Et alors, c'est une espèce de révélateur. Et il y a des gens qui disent que l'ayahuasca, là-bas, on prend ça comme on prend un café, ce qui est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a quand même toute une démarche aujourd'hui qui est assez différente dans la Silicon Valley. Alors que si c'est autant concentré que leur café, il n'y a pas de grand danger. Il n'y a pas de grand danger. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Celui qui vrai avait aussi. découvert, c'est quand même, celui qui avait découvert toutes les drogues les plus dures, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Rappelons quand même que Steve Jobs avait dit qu'il avait pris du LSD quand il était jeune, que Bill Gates aussi s'était un peu défoncé. Donc ça fait partie de la culture de la Silicon Valley. Mais enfin là, apparemment, il y a des pratiques dans la Silicon Valley. Donc, Marion, peut-être, on commence par toi. Tiens. Est-ce que tu penses que c'est une maison de fous, la Silicon Valley, d'une certaine façon? Ceci étant dit, si on doit résumer ça à la drogue et la prostitution, je pense que tous les secteurs, tous les milieux et toutes les zones du monde Sujet sont suivant, des elle vient de maisons. balayer. Non, mais c'est certain. Enfin, la drogue et la prostitution. Non, mais à un moment c'était donné. juste un Oui, prétexte moi, pour dire moi qu'il je y a... trouve, personnellement, le côté maison de fou, je pense que c'est plutôt une concentration de talent. C'est quelque chose d'hyper positif qui fait Ouais. avancer le Parce monde. que ce qui n'est pas antithétique, on Voilà, peut être tout à fou fait. et talentueux. hein, Maintenant, mais, voilà, c'est plutôt. De toute façon, la frontière entre la folie et le talent ou le génie Ouais. est peut-être assez fine. Donc, non, moi, c'est quelque chose plutôt qui m'excite, que j'adorerais aller voir. Que voilà, c'est quelque chose d'hyper Moi, je prometteur. te sens prête pour l'ayahuasca. hein, Ah ouais, vraiment, à non, fond il n'y a les- pas de souci, hein. il n'y a pas de problème. Mais non, moi, je vous vois plutôt ça comme une communauté de gens, de développeurs, certes, mais qui veulent faire avancer le monde. Donc, Eric, tu vas souvent là-bas, toi. Moi, le sujet. Vraiment, le sujet de la folie, c'est dans l'ensemble. Oui, bien sûr, Voilà, bien sûr. c'est pas. Mais, ça, c'est anecdotique. hein, Le vraiment. sujet est vraiment passionnant parce qu'il y a tellement de choses à dire et qui remontent tellement loin. Moi, je suis assez mitigé maintenant sur la Silicon Valley. Évidemment, on est tous attirés par cette espèce d'Eldorado de la créativité, de l'inventivité, de l'entrepreneuriat, etc. Si on gratte un peu, le revers de la médaille, effectivement, n'est pas aussi reluisant, j'ai l'impression, pour y avoir séjourné quelquefois, avoir fréquenté, rencontré des gens. On retrouve ce côté un petit peu très quand même finalement ascétique, un peu mormon des Américains, cette Amérique blanche protestante, assez C'est pas cool, la rigoriste. Silicon Valley. Non, C'est pas pas C'est du tout pas cool, si hein. cool que Ouais, ça. Du tout. Et finalement, moi, d'après ce que j'ai pu voir, on bosse beaucoup, on crée beaucoup, on gagne beaucoup d'argent, mais on se fait chier en fait. Et j'ai l'impression que les gens, à partir de 19h, ils n'ont pas de vie, quoi. Heureusement qu'il y a l'ayahuasca là pour. Ouais. Alors là, par contre, moi, j'ai vu les effets, ça fait pas du tout envie. Je goûterai pas l'ayahuasca. Moi, je préfère rester au café dégueulasse de Starbucks. Mais non, mais c'est vrai que c'est. Moi, j'ai bossé pendant 10 ans pour ZDNet quand on s'est connu pour une boîte américaine, et notre premier patron était new-yorkais. Et notre deuxième patron était ZDNet avait été racheté par CNET, et notre deuxième patron était côte ouest, donc San Francisco. Lequel était le plus cool Et d'ailleurs justement, Ouais. c'était le juif new-yorkais qui était quand même vachement plus cool que l'autre. Les New-Yorkais sont plus cool. Alors que les gens de Silicon Valley, après, moi, hein. pendant 10 ans, j'y allais à peu près 2 fois par trimestre. Au début, c'est génial, on trouve ça, mais c'est un système extrêmement policé, mais d'une violence extrême derrière. C'est-à-dire qu'il y a juste un exemple sur le fameux fail-early, fail-often. Ce qu'ils disent pas, c'est que tu peux te planter sur des petites choses, mais si tu te plantes sur des grosses choses, t'es juste rayé de la carte à vie. Donc il y a un côté très, on est cool, on peut avoir des échecs parce qu'on apprend de ces échecs, etc. Mais derrière, c'est quand même très très dur. Et donc il y a les développeurs notamment, il y avait je ne l'ai pas vécu, mais c'est dans un article j'ai entendu ça, des développeurs qui racontaient qu'ils fumaient des cigarettes, donc du vrai tabac, en travaillant pour se donner une addiction au travail. Donc ils fument en travaillant, ce qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Voilà. Et parce qu'ils faisaient le lien entre l'addiction de la cigarette et le plaisir de la cigarette avec le travail, ce qui leur permettait de travailler toute la nuit. Donc, et ce n'est pas un épiphénomène, c'est qu'ils sont vraiment dans une logique de productivisme intellectuel, hein, c'est pas mais qui a l'air très cool, mais qui est pas si cool que ça, quoi. Marion. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Par contre, dire que c'est des fous, entre guillemets. Non, mais c'était un provocateur, évidemment. Dire que c'est Évidemment. fou. Je pense qu'en fait, le phénomène, il se reproduit aussi un peu en Europe et aussi Dans le web aussi français. dans le web français. Et Mhm. dans l'article que tu cites, il y a un entrepreneur français qui dit s'être drogué, qui vit aussi en colocation avec d'autres développeurs, etc. Donc, Alors, c'est vrai que-
Ils sont très focus, je pense, sur le business, sur qu'est-ce que la Silicon Valley peut leur apporter. Et ils oublient un petit peu leur vie personnelle. Ce qui est assez marrant quand même, c'est que vous avez un monde qui est en train de naître de la Silicon Valley, qui est un nouveau monde quand même, un monde qui est très algorithmisé, numérisé, qui est un monde automatisé, connecté. Et à côté de ça, dans la Silicon Valley, des gens qui fabriquent ce monde-là qui est très technologique, ont dehors, à côté de ça, des façons de manger qui sont très très retour à la nature, des façons de penser, mindfulness, on fait de la méditation, on va tout nu courir dans le désert, Lord Burning Man, on fait du vélo, on fait du sport, enfin, et ils font exactement l'inverse. En fait, il y a un retour complètement centré sur l'individu, alors que la technologie amène vers une obsolescence de l'individu d'une certaine façon. Oui, mais sauf que ce que tu oublies de préciser, c'est que dans tout ce que tu viens d'énumérer, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font du vélo, quand ils font de la marche, etc., tout est mesuré, algorithmisé aussi. Il y a des capteurs de partout. Sur investissement. Voilà, tout Même est dans le sexe. Peut-être aussi. Mais en fait, je ne sais pas si il faut tenir compte, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, du passé, un peu de l'héritage de la région. C'est une région qui est très particulière. C'est un peu la planète Mars, la Californie, le nord de la Californie. San Francisco a toujours été une ville d'expérimentation de laquelle sont partis plein de mouvements, le mouvement hippie, le mouvement gay, etc. etc. Et du coup, aujourd'hui, finalement, c'est cet héritage-là. Et quand on entend que Steve Jobs fumait des pétards quand il commençait à programmer, à travailler sur ses Macs, ça n'a absolument rien d'étonnant. C'était l'époque de la Beat Generation. Et finalement, aujourd'hui, c'est les enfants de cette génération-là qui, au lieu d'avoir des guitares folk, ont des ordinateurs. Mais c'est un petit peu le même principe. Donc il n'y a pas de distorsion en fait pour toi. Non, c'est une continuité, vraiment. Mais il y a une partie très attirante. Et moi, vraiment, c'est un endroit que j'adore. Même si je suis plus attiré par le sud de la Californie, mais c'est un endroit que j'adore et parce que ça correspond à tout ce qu'on aime finalement. Et en même temps, c'est un peu effrayant. Et quand tu passes un peu de temps là-bas et que tu te dis que bon, à partir de 17-18 heures, une fois qu'on a bossé, qu'on a bu son café au Starbucks, il ne se passe plus rien. Il y a très peu de vie sociale. 18 heures, c'est l'heure où les devs commencent à bosser. Hein, donc, parce que... Oui, mais tu sais, c'est pas toujours très bien vu de travailler très tard non plus. Tu sais que si tu travailles trop tard, si tu fais pas 9 to 5, tu passes pour quelqu'un qui est un glandeur au travail et qui n'est pas productif. Donc, mais c'est vrai que ce qui est étonnant à la différence des générations précédentes, c'est que là, il y a une vraie ruée vers l'or et qu'il y a le phénomène d'argent, de richesse potentielle qui est là et qui fait que tout le monde est dans une logique d'extrême efficacité qui fait que, on le voit aussi sur les boîtes, les Google, les Facebook, etc. Le fait qu'ils aient des locaux absolument formidables, qu'ils aient des cantines gratuites, qu'ils aient tous les avantages de la planète, c'est quand même bizarre. C'est qu'on se dit que quand on a besoin d'en faire autant de ce côté-là, c'est qu'à l'intérieur, ça se passe quand même pas très bien. Et c'est pas des boîtes où il fait bon vivre. Et les stock options, par exemple, qu'on appelle les menottes d'or à la Silicon Valley, c'est clairement que on reçoit tellement de stock options qu'au bout des moments, on ne veut pas partir, pas parce qu'on est bien dans la boîte, mais parce qu'on a un gros package à la fin. C'est un peu ça l'idée. Et il y a l'autre phénomène qui est quand même la représentation des femmes. Mario, il y a peu de femmes dans la Silicon Valley quand même. Dans les boîtes, les devs sont surtout des hommes. Donc c'est un monde très masculin, celui de la Silicon Valley. On va reparler avec les drones d'ailleurs tout à l'heure pour le coup. Mais c'est un monde très masculin, non ? Oui, c'est un monde très masculin, c'est un monde de développeurs. À la base, c'est toujours la même question. On a toujours, même dans l'high-tech, même dans l'IT, aujourd'hui, c'est un monde d'hommes. Et petit à petit, je pense que les choses évolueront avec des associations de femmes pour le développement et autres. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est très, très masculin. Et je pense que la révolution est en marche, mais jusqu'où elle ira dans ce milieu-là, je ne suis pas sûr qu'elle y arrive. Il y a du boulot. Ouais. Deuxième sujet de ce grand débat du web, on reparlera justement aussi des femmes dans ce sujet-là. Y a-t-il un vrai marché grand public pour les drones ? Pourquoi est-ce qu'on pose la question ? Tout simplement parce que Parrot, qui est le géant français, la boîte un peu emblématique et qui vraiment a commencé à investir le marché des drones grand public, a annoncé une séparation de 30% de ses effectifs assez récemment, avec un chiffre d'affaires en baisse lui aussi de quasiment 30% sur ce secteur-là en 2016. Pourtant, ça va très bien sur les drones professionnels, qui est un marché en pleine expansion. Sur le drone grand public, apparemment, ça se tasse un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe là-dessus sur ce marché, au dehors du fait que c'est un marché qui est aujourd'hui complètement pensé, qui est en tout cas historiquement pensé pour être un marché adressé aux hommes. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là ? Peut-être un mot d'Eric pour commencer, puisque tu connais vraiment le sujet pour être un fan de drones. Tu passes tes week-ends à tester des drones un peu partout, et tu fais des superbes images d'ailleurs, et puis il y a Drone Instagram. Est-ce que réellement il y a un marché pour les drones grand public, en dehors du petit drone à 300 € aujourd'hui qui ne satisfait plus grand monde ? Est-ce qu'on n'a pas voulu faire des choses un peu trop chères ? Alors moi, je pense, et je l'ai pensé il y a quelques années, qu'il y avait un marché grand public, sinon je n'aurais pas créé Drone Instagram.
Je continue à le penser, mais je pense aussi que jusqu'à présent, les fabricants se sont trompés. Donc ils ont voulu faire, et même Parrot, que j'apprécie par ailleurs, mais ils ont voulu faire pour le grand public des drones qui ressemblent trop à des drones de professionnels, à des machines de geeks, très très beaux, qui sont chers, sophistiqués. Ça c'est bien, mais la sophistication c'est bien quand on la voit pas. Et ils commencent maintenant à changer un petit peu d'optique, à faire des machines beaucoup plus jolies, plus maniables, plus faciles à utiliser, et qui s'adressent probablement à une cible plus grand public et aussi plus féminine. Mais il y a eu plein d'erreurs. Enfin, on parle de 3D Robotics, ils ont fait une machine qui était censée avoir un système de suivi automatique, etc. Sauf que l'engin est gros, il est lourd, il est cher, il n'est pas beau, il ne donne pas du tout envie en fait. Il est plutôt effrayant. Et ceux qui gagnent sont ceux qui suppriment ce côté effrayant du drone en faisant des machines plus jolies, de couleurs différentes, éviter de faire un gros machin noir qui ressemble à une espèce de gros scorpion. Un gros truc d'ingénieur quand même, c'est quand même ça. Et puis c'est des trucs de geek pour geek, donc là ça peut pas marcher. Mais le marché du grand public, il est là. Au début, je disais, il y a 3-4 ans, je disais, le marché du drone aujourd'hui est à peu près où était le marché du smartphone au début des années 2000. C'est-à-dire avant l'arrivée de l'iPhone, etc. Le drone attend encore son iPhone, mais ça va se développer très vite. Ça restera un marché de niche, parce qu'il n'y aura jamais 5 milliards de drones sur la planète comme il peut y avoir 3 milliards de smartphones. Donc ça restera un marché de niche, mais un marché largement lucratif, et à condition que les fabricants fassent les machines qui correspondent réellement aux attentes du public, c'est-à-dire des choses faciles à utiliser, qui font des belles images, qui ne sont pas dangereuses et qu'on peut utiliser à peu près partout. 375 000 ventes en France en 2016, selon GfK, c'est pas mal. C'est un marché qui existe quand même, mais bon, ça se tasse un tout petit peu. Est-ce que Marion, tu as déjà eu envie d'utiliser un drone? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est passé par la tête? J'ai envie de dire que pour moi, ça reste quelque chose c'est encore très masculin. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose où les femmes, nous, on a besoin, je pense qu'en tant que femme, on a besoin que c'est une réelle utilité. Voilà. Et bon, alors, le côté faire je vais voler faire son joujou à truc pour 40 aller ans, regarder. avec, Puis en plus, on est un peu bloqué par la législation, donc il y a les droits, on ne peut pas faire voler. C'est surtout les drones aujourd'hui, c'est de l'aéronef, donc c'est toujours en hauteur, donc on peut prendre une vision qui est énorme. Si c'est pour faire de la vidéo et de la photo, soit on est passionné de vidéo et de photo, et dans ces cas-là, oui, il y a un intérêt, mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas une utilité. Si je devais l'utiliser aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre d'utilité. Donc c'est un peu comme si les hommes partaient avec leur voiture radiocommandée, faire les gugus sur un circuit, ce qui est une super activité, mais enfin ça n'a jamais été trop une activité de femme en fait. Voilà, ouais. Pour moi, ça reste au-delà des hommes en fait. Il y a comme tu disais bien, il y a les drones, enfin les fabricants ont ciblé finalement un segment très précis qui sont un peu les geeks, les personnes qui veulent découvrir de nouvelles technologies ou qui ont une utilisation très précise. Je vais prendre des photos avec mon drone, je vais reconstituer des lieux, etc. Mais... Je ne sais pas s'ils ont vraiment ciblé ou si c'est simplement le fait que ce sont des développeurs mecs qui ont fait ça et qui ont fait un truc qui les amusait eux. En fait, comme dans la photo numérique, comme dans le smartphone, c'est ce qu'on appelle les early adopters. Donc c'est ceux qui sont au début. Dans les PC au départ. Et voilà, exactement. Donc après la vraie question, c'est que souvent, la définition même, les early adopters, l'usage des early adopters n'est pas ceux du grand public. Et puis à la fin, il y a les laggards qui sont les ringards. Mais l'usage du grand public est jamais ou très rarement celui des early adopters. On le voit bien avec le smartphone et qui a été truffé de technologies, de logiciels, etc. Aujourd'hui, c'est juste un bel objet qui téléphone, qui fait des photos et on est revenu à quelque chose de très, très simple. Donc c'est vrai que dans le grand public, je pense qu'on n'a pas encore l'usage. Si c'est juste pour faire voler, c'est peut-être un peu limité. Mais on peut imaginer plein de choses, notamment, je sais pas, il y avait des casques de réalité virtuelle. Si on essaye un drone avec un casque de réalité virtuelle, déjà, on est dans un monde complètement différent. On peut imaginer des jeux avec des courses, avec, mais grand public, encore une fois. C'est en train de venir. C'est en train de venir, et ça, c'est effectivement pas encore là. Par contre, le vrai enjeu, tu en as parlé un peu, c'est sur le marché professionnel. Tu le vois aussi probablement, mais nous, sur WeFlash, on le voit sur l'usage du drone, notamment dans le secteur immobilier. Mais c'est absolument incroyable. Là, tu vois des images, d'ailleurs, c'est pas nous, mais en dehors des habitations. Ça, c'est un Parrot. Ça, c'est un Parrot. Et pour faire donc, il y a évidemment prendre une maison en tournant autour. Et il y a aussi ce qu'on fait, c'est dans des plans 3D, en fait, se mettre à différents étages, faire un 360. Et en fait, ils réintègrent nos images dans du 360 pour mettre les fenêtres, parce que la 3D ne peut pas modéliser tout ce qu'il y a autour. Et là, il y a des usages dans le monde professionnel qui sont absolument incroyables. Alors, est-ce qu'il y a des freins légaux? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui en France, à moins d'être au fin fond de la campagne et de sortir son drone comme le fait Eric, qui sort de Lyon et qui va dans la campagne sortir son drone, c'est pas évident. Il faut avoir passé le brevet théorique du LM, il faut demander des autorisations préfectorales, etc.
Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Finalement, la législation, elle existe et bon, il y a des délais. Évidemment, on peut pas faire n'importe quoi, mais c'est absolument pas impossible. Alors peut-être pas dans les grandes villes et peut-être pas au-dessus d'une école, mais en tout cas, c'est des choses qui se font et qu'on fait tout à fait. Ouais. Donc il y a une vraie demande aujourd'hui. C'est incroyable. C'est en 6 mois, là, nous, on a vu la demande côté professionnel, B2B, qui est incroyable. Les Américains ont fait quelque chose d'assez intelligent, c'est que dans leur réglementation, qui s'est mise en place après celle de la France, et qui est probablement assez aussi restrictive, ils ont appliqué cette réglementation pour les drones les aéronefs à partir de 200 grammes. Ça veut dire qu'en dessous de 200 grammes, il n'y a pas de réglementation, on fait ce qu'on veut, où on veut. Il y en a des moins de 200 grammes. Bien sûr. Et, et justement, du coup, les fabricants s'orientent maintenant sur des machines qui pèsent moins de 200 grammes et qui sont quand même très performantes. Alors la question après autour de la réglementation, c'est que de toute façon, quand on pratique le drone, on constate une chose, et c'est là, à mon avis, que ça va poser vraiment un gros problème au niveau de la réglementation, c'est qu'un drone léger, quand il est à partir de 50 mètres d'altitude ou 50 mètres, tu le perds de vue. Donc c'est absolument impossible de le voir ou de l'identifier. Donc c'est la porte ouverte à pas mal d'excès, parce qu'on a beau te dire c'est interdit de survoler telle zone ou telle ville, si tu prends un drone sophistiqué qui pèse moins de 200 grammes, que tu chausses des lunettes de réalité virtuelle, et que ton drone a 7 km de portée, bon courage pour la DGAC ou pour la gendarmerie pour aller le trouver. Et pour aller trouver quel est son pilote. Sur les centrales nucléaires, déjà, on a vu ça avec ces drones qui circulaient autour, et on n'a jamais officiellement trouvé les responsables de ça. Qu'est-ce qu'il faudrait, Marion, pour que tout d'un coup, ce monde-là commence à t'intéresser, toi, en tant que femme ? Quels seraient les usages, quels seraient, je ne sais pas, les objets, le form factor des objets, peut-être est-ce qu'ils sont trop, et ça fait trop, vraiment très masculin, très geek, très ingénieur, je ne sais pas, mais l'usage. Oui, un usage pratique, je ne sais pas, quelque chose où je pourrais à la rigueur le laisser voler tout seul et qu'il aille surveiller mes enfants à l'étage quand ils sont en train de jouer pour voir si tout se passe bien. Ça existe, ça. On peut faire suivre quelqu'un. Quelque chose, peut-être comme ça, mais je ne sais pas le piloter moi. C'est pas un peu l'enfer quand même d'avoir un drone non, au-dessus de la tête. Non, je sais pas, j'imagine un usage. C'est quoi le machin qui vole au-dessus de toi? C'est maman qui me surveille. Je surveillerai mon mari en plus. Dans les parcs, surtout dans les parcs avec les gamins. Cette femme est dangereuse. J'aurais pas dû l'inviter. Non, je pense que oui, peut-être sur le côté virtuel, de dire à mon mari, tiens, vas-y, vole, et puis moi je viens avec toi, je suis ton copilote, ou quelque chose comme ça. Alors justement, ouais, ça c'est pas mal. Moi je le fais en duo, et c'est juste génial. Je fais décoller le drone, je suis avec quelqu'un, avec mon épouse, et au bout d'un moment, j'ai le contrôle de la machine, et donc j'ai décollé, j'ai les lunettes. Une fois que tout est en ordre, je lui passe les lunettes, et je lui fais un voyage, c'est génial. Elle se pose et elle admire. Vous inversez de temps en temps, c'est elle qui prend le volant ou pas? Oui, elle l'a fait aussi, bien sûr, mais là, récemment, on a fait un truc au-dessus de l'océan, mais on survolait les bateaux et tout, elle m'a dit, c'est génial. Est-ce que c'est pas un peu compliqué déjà techniquement de prendre la main là-dessus? J'ai vu qu'il y a une start-up qui se lançait et qui, autour de Paris, là maintenant, fait une initiation drone, et que vous y allez et puis on vous apprend à conduire un drone. Simplement, c'est pas simple à faire ça, non? Oui, ça demande un peu de pratique de piloter un drone. Alors, le faire monter, faire un aller-retour, c'est pas très compliqué, mais dès qu'il s'agit de voler un peu, de faire des belles prises de vue, d'éviter les obstacles, de s'approcher d'obstacles, et paradoxalement, ce qui paraît plus compliqué est finalement beaucoup plus simple, c'est de voler avec des lunettes de FPV, donc ce qu'on appelle First Person View, c'est-à-dire c'est des lunettes d'immersion avec lesquelles on est à bord de la machine comme si on était un oiseau. Et là, en fait, tout devient, d'un point de vue cognitif, beaucoup plus naturel, et du coup, c'est finalement plus facile. D'autant plus que, comme on est à bord, on voit les obstacles arriver. Donc, il faut une ludification, d'une certaine façon, de ce monde-là, en fait. Moi, voilà, pour résumer, j'ai un exemple juste. Une start-up italienne est en train de mettre au point un drone assez incroyable. Ils sont sur Kickstarter, je crois. C'est un drone qui ressemble à un smartphone. Donc, il est petit comme ça. Il est juste un peu plus épais. Il a ses 4 hélices carénées à l'intérieur, donc aucun problème de danger, de sécurité. Et c'est une machine qui, effectivement, va se piloter automatiquement, donc à l'aide de son smartphone, pour faire des selfies. Et avec, donc tu vas lui dire, voilà, tu montes à 10 mètres, et puis avec tel angle, tu te retournes, tu fais la photo, la vidéo, et tu reviens, et il revient se poser dans la main. C'est vraiment l'appareil photo volant. Et ça, c'est génial. Ça te fait rêver, ça, un petit peu? Le drone des selfies, ça peut être pas mal. Non, mais en soi, ça peut être pas mal, parce que du coup, c'est vrai que quand on organise je sais que quand on organise des événements, et notamment en extérieur, on fait de plus en plus appel à des drones pour filmer des lieux, pour filmer une assemblée, etc. Et c'est vrai, ce type d'objet, ça peut être beaucoup plus accessible, en fait, finalement. Là, c'est joli, c'est ludique. Voilà, c'est ça. Puis dans quelques années, ça aura cette épaisseur, et ce sera aussi un téléphone. C'est le téléphone qui passe. Il reviendra. Je sais pas si vous avez vu ces images, le gars qui est sur un lac gelé ou sur un champ avec de la neige, en fait,
se font tirer par un drone comme s'ils faisaient du kitesurf en fait. Oui. C'est une nouvelle utilisation avec un drone qui a 16 hélices en Un fait. sacré drone. C'est un drone qui a été développé pour ça, mais Ah, d'accord. qui aujourd'hui vaut quand même 20 ou 25 000 euros hein, si on devait l'acheter. Mais en tout cas, il y a tout un marché comme ça du loisir qui est en train de se mettre en place. En fait, on est dans un monde qui s'invente en fait directement et qui était juste pour l'instant un bidouillage de garçons entre eux. Quoi. Mais quand même, ce qu'on peut dire sur l'arrivée du marché, on voit les cycles se resserrer de plus en plus. C'est vrai qu'entre Parrot, qui avait ouvert une partie au grand public, les Chinois qui sont arrivés, tout ça, et en fait, on a l'impression qu'en l'espace d'1 an, le marché s'est quasiment structuré sur le premier entrant qui rentre, les Chinois qui arrivent, qui cassent les prix, enfin, tout ce qu'on a connu sur le smartphone, par exemple, pour faire ça a pris 4-5 ans avant qu'ils y arrivent. Et là, on voit les cycles qui se raccourcissent de plus en plus. Et puis on parlait du fait que c'était un monde masculin, et Parrot maintenant fait très très attention sur l'ensemble de ses pubs, parce que ce soit des jeunes hommes et des jeunes femmes, toujours un couple qui soit en adéquation avec le drone, ce qui change un tout petit peu, ce qui fait qu'il y a une parité chez Parrot, comme il y en avait une sur ce plateau. C'est la transition de fin en fait. Voilà. Pour vous dire merci et au revoir. Merci à Marion d'avoir participé pour la première fois à cette émission, c'était un plaisir. On va se revoir bientôt. Merci à Marion d'avoir participé pour la, je ne sais pas combien de fois, quelques-unes en tout cas. 6e fois, tu les calcules en fait. Hein. Je pense que c'est ça. Donne. Merci Julien. Merci Eric, c'était le grand débat du web numéro 53. N'oubliez pas de partager. Pour partager, je ne vous fais pas l'article, vous savez comment ça se passe. Et d'autant que la vidéo, vous la retrouvez absolument partout, enfin presque. Salut à tous et à la semaine prochaine.